Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour la deuxième partie de l'axe 2 du thème 2 de spécialité consacré au défi de la construction de la paix. Grand 2, faire la paix par la sécurité collective. A. L'ONU, une institution internationale de la sécurité collective. C'est au début du XIXe siècle que l'idée d'une sécurité collective émerge, c'est-à-dire d'un système qui permettra la mise en place d'une paix durable, accompagnée d'une solidarité active entre des États indépendants. En effet, le Congrès de Vienne aboutit à la Sainte Alliance, qui doit garantir l'équilibre européen face aux idées libérales et nationales. Plus tard dans le siècle, et dans le cadre de la course aux colonies, les puissances coloniales se réunissent à Berlin en 1885 pour définir les règles du partage de l'Afrique. La Société des Nations est créée sous l'impulsion du président des États-Unis Wilson dans le cadre des traités de paix de Versailles. 27 États ratifient cette nouvelle institution qui doit maintenir la paix. Elle siège à Genève et se compose d'une assemblée et d'un conseil restreint de 12 membres, dont 4 permanents: France, Royaume-Uni, Italie, Japon. Le projet échoue rapidement. Le Sénat des États-Unis refuse de ratifier le texte et l'URSS et l'Allemagne ne sont pas intégrées dans un premier temps. La SDN reste faible et ne parvient pas à prendre les sanctions qui doivent être votées à l'unanimité. Elle échoue aussi à préserver la paix face à la montée des régimes totalitaires qui mènent des politiques expansionnistes. Après la Seconde Guerre mondiale et le choc provoqué par le génocide et la bombe atomique, la nécessité de construire une organisation internationale de sécurité collective devient une nécessité. Le projet imaginé pendant la guerre naît le 26 juin 1945 avec la signature de 51 États de la Charte des Nations Unies à San Francisco. L'objectif est de construire un nouvel ordre mondial capable d'assurer sur le long terme la pacification des relations internationales sur le principe de la sécurité collective, c'est-à-dire selon lequel des États choisissent de répondre collectivement aux menaces contre la paix sur des bases de solidarité internationale. L'ONU dispose de 6 organes principaux: Assemblée générale, Conseil économique et social, Conseil de tutelle pour administrer certains territoires, Cour internationale de justice pour dire le droit international, Secrétariat et Conseil de sécurité. C'est ce dernier qui est décisionnaire. Il réunit 15 membres, dont 5 permanents, qui disposent d'un droit de veto: la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS. Il peut voter des résolutions pour recourir à la force sous l'égide de l'organisation et décider de l'envoi des troupes de maintien de la paix, les casques bleus, qui devront respecter une mission très précise. L'ensemble des États membres se réunissent au sein de l'Assemblée, qui élit le secrétaire général des Nations Unies pour 5 ans et nomme les membres non permanents du Conseil de sécurité. L'ONU cherche à défendre l'égalité des droits des pays et à promouvoir la coopération internationale. Souverain à l'intérieur de ses frontières, l'État n'est censé recourir à la force qu'en cas de légitime défense ou dans le cadre d'interventions mandatées par l'ONU. Grand B, Kofi Annan, un acteur du multilatéralisme. À ses débuts et dans le contexte de la guerre froide, l'institution est paralysée par les vétos successifs des États-Unis et de l'URSS, puis de la politique de la chaise vide de Staline après le blocus de Berlin. À partir de 1991 et la chute de l'URSS, l'espoir de pouvoir de nouveau recourir à l'ONU pour assurer une sécurité collective semble réalisable. L'usage du veto diminue et permet à l'ONU d'agir comme lors de la première guerre du Golfe en 90 et 91, durant laquelle les États-Unis mènent une coalition internationale mandatée par l'ONU contre l'invasion du Koweït par l'Irak. Les opérations de maintien de la paix se multiplient et se diversifient dans le cadre du mandat du secrétaire général Boutros Boutros-Ghali et de son agenda pour la paix. Ce renouveau coïncide aussi avec les 2 mandats du secrétaire général Kofi Annan de 1997 à 2006 et prix Nobel de la paix en 2001. Kofi Annan entend revitaliser les Nations Unies par un programme complet de réformes. Il souhaite rétablir la confiance de l'opinion publique en lui donnant une image moins bureaucratique. Il souhaite aussi diversifier les actions de l'institution. Il introduit des activités de médiation, de négociation, de diplomatie préventive, de défense du droit d'ingérence pour des raisons humanitaires et la promotion de la responsabilité de protéger, c'est-à-dire d'engager les États à intervenir pour sauver des populations civiles victimes d'exactions. Il soutient la force de maintien de la paix de l'ONU dans des missions de prévention et de rétablissement de la paix, peacemaking. Il choisit de lutter contre les inégalités dans le monde, défendant l'idée que sans progrès, il n'y a pas de paix possible, sans paix, il n'y a pas de progrès possible. Il défend aussi vaillamment la défense de la liberté de la presse en soutenant la création de l'association Cartooning for Peace. Les réformes se traduisent par des actions concrètes avec la multiplication des opérations de maintien de la paix dans les années 90 en Afrique, Sierra Leone, République démocratique du Congo, Libéria, Côte d'Ivoire, Éthiopie, mais aussi en Amérique avec le soutien à la gestion d'un État en Haïti ou l'accession à l'indépendance du Kosovo en Europe.
Le cas du Timor oriental est emblématique du poids que peut avoir la communauté internationale dans la résolution d'un conflit. Ancienne colonie portugaise annexée par l'Indonésie en 1976, l'ONU organise un référendum en 1999 qui mène à l'indépendance du Timor oriental en 2002. En 2001, il mandate aussi l'intervention de la coalition dirigée par les États-Unis en Afghanistan contre Al-Qaïda et le régime des talibans. En 1998, il soutient la création de la CPI et multiplie des tournées diplomatiques pour prévenir d'un conflit entre les États-Unis et l'Irak en 1998 et promouvoir une pacification des relations entre Israéliens et Palestiniens en vertu du principe « la terre contre la paix » en 2000. Plusieurs obstacles limitent son action. Il échoue à instaurer un devoir d'ingérence. Le budget de l'ONU ne permet pas non plus de conduire à leur terme les opérations. Il est alors contraint de sous-traiter certaines missions à des ONG ou des organisations régionales. Il ne parvient pas non plus à éviter des catastrophes humanitaires comme le génocide du Rwanda en 1994, qui se déroule en présence des casques bleus, ou le massacre de la population musulmane de Srebrenica, pourtant placée sous la protection de l'ONU en 1995. L'échec le plus important est celui de l'Irak, avec le scandale du programme onusien Pétrole contre nourriture, détourné par la corruption, et surtout l'invasion par l'armée américaine en 2003, qui n'a pu empêcher, malgré l'absence de preuves. Ce dernier exemple montrant le retour d'un ordre international soumis à la loi des grandes puissances, au retour de l'unilatéralisme aux dépens du multilatéralisme. Enfin, grand C, vers une nouvelle gouvernance. Depuis l'émergence d'un monde multipolaire, de nombreux États réclament une réforme institutionnelle de l'institution qui est née dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale et qui est organisée autour des puissances anciennes. L'intégration des puissances émergentes comme l'Inde ou le Brésil, comme membres permanents, ne pourrait se faire qu'avec l'abandon du droit de veto et le renforcement de la supranationalité de l'ONU. Cette réforme est actuellement très fortement rejetée par les anciennes puissances. L'ONU a permis de résoudre des conflits, de donner à de nombreuses nations une tribune, de mettre en œuvre des conditions favorables à la paix, mais son action est aujourd'hui entravée par le retour de l'unilatéralisme. Dans les conflits comme la Syrie, la Libye ou le Sahel, l'ONU ne parvient pas à se substituer aux puissances pour tenter de mettre en œuvre la paix. Au Proche-Orient, les puissances régionales et mondiales ont un poids bien supérieur à l'ONU. En conclusion, les traités de Westphalie ainsi que les mandats de Kofi Annan en tant que secrétaire général de l'ONU constituent deux césures et deux systèmes dans l'histoire des relations diplomatiques. Le système westphalien, basé sur l'équilibre des puissances, a reconnu pendant plus de 3 siècles le pluralisme des États souverains. Le système onusien propose depuis le milieu du XXe siècle une sécurité collective rendue possible par une vision multilatéraliste et l'acceptation d'une autorité suprême de l'ONU. Aujourd'hui, l'ONU est confrontée à de nouveaux enjeux. Elle doit trouver une nouvelle voie à la sécurité collective entre affirmation de nouvelles puissances, retour du souverainisme et émergence de nouvelles formes de conflictualité. Ce chapitre est maintenant terminé, je vous remercie et vous retrouve prochainement pour aborder l'objet conclusif du thème consacré au conflit au Moyen-Orient.